À l'aube, 1 million de familles rurales du Sahel se réveillent pendant que 2,4 milliards de dollars d'anciennes aides étrangères basculent vers un simple mot crédit. Quelques années plus tôt, cette somme semblait condamner le Burkina Faso à tendre la main. Aujourd'hui, elle prétend financer des semences, des pompes solaires et des forages gérés localement. Que signifie vraiment ce renversement pour ceux qui vivent de la terre, surtout depuis que Ibrahim Traoré en a fait la colonne vertébrale de son projet de souveraineté économique? À mesure que l'argent quitte les circuits des bailleurs pour irriguer les champs, une nouvelle équation silencieuse commence à redessiner l'avenir du pays. Le Burkina Faso promet, avec ce programme de crédit agricole, quelque chose de rarement offert aux pays du Sahel, la possibilité de transformer une aide perçue comme temporaire en un levier durable d'autonomie financière. Cette promesse repose sur un bénéfice clair pour les familles rurales. Accéder à un financement simple, stable et assez flexible pour soutenir semences, irrigation et outils agricoles sans dépendre des rythmes et conditions des bailleurs internationaux. Mais derrière l'enthousiasme, l'enjeu est immense. Si le mécanisme échoue, 1 million de foyers pourraient se retrouver piégés dans un cycle de dette difficile à contrôler, et l'économie nationale perdrait un moment rare de rééquilibrage. C'est précisément ce qui donne à cette transition sa tension particulière. Réussir signifierait consolider un modèle inédit dans la région, alors qu'un revers remettrait en cause l'ambition même de souveraineté que le pays projette. Entre le potentiel de dignité retrouvée et le risque de fragilité systémique, chaque décision locale comptera désormais plus que les promesses extérieures. Les premiers chiffres révèlent déjà un basculement inattendu. Dans les zones pilotes, les rendements agricoles augmentent de 30 à 50%, tandis que le taux de remboursement des prêts atteint 92%, dépassant largement les prévisions initiales. Ce double signal montre que la mécanique du crédit, pourtant risquée au départ, crée sur le terrain une dynamique beaucoup plus solide que ce que la logique de l'aide traditionnelle laissait imaginer. Pour comprendre comment ce résultat est devenu possible, il faut revenir aux fondations du modèle. Le Burkina Faso a choisi de réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un programme national de crédit agricole en visant 1 million de familles rurales dont la survie économique dépend directement de la terre. Plutôt que de distribuer des dons ponctuels, le pays a préféré construire un système capable de financer semences, irrigation, outils modernes et infrastructures essentielles comme les forages ou les centres de stockage. Cette décision a pris forme à un moment où les sécheresses, les importations alimentaires coûteuses et la dépendance humanitaire semblaient s'installer durablement dans le paysage rural. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a cherché à transformer la logique du développement, remplacer une aide perçue comme transitoire par un crédit productif, ajusté aux récoltes et contrôlé localement par des coopératives. Les agriculteurs peuvent rembourser lorsque la saison est bonne, bénéficier d'ajustements lorsqu'elle est difficile et suivre leurs obligations grâce à un système numérique conçu pour limiter les défaillances et la mauvaise gestion. Peu à peu, ce mécanisme a commencé à redéfinir les comportements financiers. Au lieu d'attendre l'arrivée d'un convoi humanitaire, les familles planifient leurs investissements, anticipent leurs besoins et envisagent même l'achat d'équipements jusque-là inaccessibles. Le modèle reste jeune, mais les premiers signes indiquent qu'il ne repose pas seulement sur des chiffres prometteurs, il change la relation entre l'État, les agriculteurs et les ressources extérieures. Ce glissement structurel, encore fragile, crée la tension qui accompagnera toutes les étapes suivantes. Dans ce paysage en mutation, un guide structurel s'impose. Un réseau de coopératives rurales chargé de suivre les crédits, de former les agriculteurs et d'ajuster les remboursements selon les récoltes. Ce dispositif, pensé comme un contrepoids local aux anciennes chaînes de l'aide, sert de colonne vertébrale au projet porté par Ibrahim Traoré, qui voit dans cette architecture une manière de transférer la responsabilité économique aux communautés elles-mêmes. Les premiers effets apparaissent dans les villages pilotes. Dans une localité du Sahel central, des familles qui dépendaient auparavant des distributions alimentaires ont pu investir dans des pompes solaires, rendant l'irrigation moins vulnérable aux coupures et aux pénuries. En quelques mois, les cultures de mil et de sorgho ont gagné en régularité, réduisant les pertes liées à la sécheresse et améliorant la stabilité des revenus.
Dans une autre zone, la formation à l'utilisation d'outils modernes a permis à de jeunes agriculteurs de diversifier leurs plantations tout en respectant les cycles d'eau disponibles grâce aux forages récemment installés. Ces transformations restent modestes en apparence, mais elles créent un mouvement profond. Les familles ne pensent plus en termes d'urgence, mais en termes d'investissement. Le système de crédit, en s'appuyant sur des coopératives qui connaissent chaque parcelle, remplace l'incertitude des dons par une gestion prévisible, même dans les régions sujettes aux aléas climatiques. C'est là que réside l'essentiel. La capacité de ce modèle à convertir de petits ajustements locaux en trajectoires économiques plus stables, sans rompre avec la réalité des sols et des saisons. Le déclenchement du programme intervient lorsque le gouvernement décide de réorienter 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère vers un mécanisme national de crédit agricole, une mesure qui rompt immédiatement avec les pratiques habituelles du Sahel. Cette somme, auparavant ventilée en projets fragmentés, est désormais consolidée pour financer 1 million de familles rurales, chacune pouvant recevoir environ 2400 dollars pour semences, irrigation et outils. Ce basculement crée la première onde de choc. Les acteurs locaux, longtemps habitués aux dons irréguliers, doivent s'adapter à une logique où le financement n'est plus une aide ponctuelle, mais un prêt structuré. Les coopératives rurales commencent alors à prendre un rôle central, organisant la distribution des crédits, formant les bénéficiaires et mettant en place les premiers outils de suivi numérique pour éviter les retards ou les défauts de paiement. Dès ce moment, la signature politique d'Ibrahim Traoré devient visible. Transférer la responsabilité économique vers les villages plutôt que vers les bailleurs extérieurs. Le mouvement s'accélère lorsque le programme se déploie dans les zones pilotes. Les premiers crédits permettent l'achat de semences améliorées, de systèmes d'irrigation plus fiables et d'équipements agricoles auparavant inaccessibles. Très vite, les effets deviennent mesurables. Selon les données rapportées dans les premiers districts, les rendements du mil, du sorgho et du maïs progressent de 30 à 50%, tandis que le taux de remboursement atteint 92%, dépassant les attentes initiales. Cette dynamique crée la phase de climax. Les fermes deviennent plus productives, les importations alimentaires diminuent d'environ 200 millions de dollars par an, et plus de 200 000 emplois saisonniers émergent dans l'irrigation, le transport ou la transformation. Dans le même temps, l'État installe 5000 forages, mais 10 000 pompes solaires et 1500 centres de stockage, consolidant l'infrastructure nécessaire pour réduire les pertes post-récolte et stabiliser l'accès à l'eau. Les coopératives, renforcées par ces investissements, acquièrent un rôle déterminant. Elles gèrent le remboursement, ajustent les échéances selon les récoltes et préviennent les excès d'endettement. Pour de nombreuses familles, cette nouvelle stabilité représente un changement sociétal profond qui remplace la logique de survie par une logique d'investissement local. La phase de rémanence s'installe lorsque les effets du programme dépassent les zones pilotes. Les comportements économiques se transforment. Les agriculteurs ne parlent plus d'attendre les distributions humanitaires, mais de planifier l'achat de matériel ou de diversifier leur culture grâce aux crédits accessibles. Les femmes intégrées aux coopératives gagnent en autonomie en gérant elles-mêmes une partie des prêts et en participant aux décisions. Les jeunes, attirés par les nouvelles opportunités dans l'irrigation ou le stockage, ralentissent leur départ vers les villes. Ce mouvement crée un effet d'entraînement. La dépendance extérieure diminue, l'économie locale se renforce et la dignité retrouvée devient un moteur en soi. Pourtant, la mécanique reste fragile. Les défis logistiques, la variabilité climatique et la jeunesse du système maintiennent une tension constante. Chaque récolte, chaque remboursement, chaque ajustement coopératif peut infléchir la trajectoire. Le pays avance ainsi sur une ligne étroite, mais pour la première fois depuis longtemps, l'élan vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Les premières mesures offrent un cadre précis pour comprendre l'ampleur du changement. Dans les régions pilotes, les rendements des cultures de base comme le mil, le sorgho ou le maïs ont augmenté de 30 à 50%. Un écart considérable qui montre comment des investissements ciblés dans l'irrigation et les semences redéfinissent les capacités productives locales. Cette progression reflète la transition d'un modèle fondé sur des dons irréguliers vers un système où chaque famille peut planifier, investir
et ajuster sa production en fonction de ses propres besoins. L'écart entre l'avant et l'après-crédit est particulièrement révélateur. Auparavant, les agriculteurs devaient composer avec une incertitude permanente. Désormais, ils peuvent se projeter dans des cycles agricoles plus stables et mieux structurés. Le deuxième indicateur clé est le taux de remboursement, qui atteint 92%, un niveau rarement observé dans les programmes ruraux du Sahel. Ce chiffre, au-delà de sa valeur brute, illustre surtout une discipline collective nouvelle dans des communautés longtemps dépendantes de l'aide extérieure. Cette amélioration est directement liée au suivi numérique mis en place par les coopératives rurales qui permet de repérer rapidement les difficultés et de réajuster les calendriers selon les conditions météorologiques et les récoltes. Dans un paysage où l'instabilité climatique pouvait autrefois entraîner des retards chroniques, cette capacité d'ajustement représente une rupture majeure avec les mécanismes traditionnels d'aide humanitaire. Le troisième élément quantifiable concerne la réduction des importations alimentaires, évaluée à 200 millions de dollars par an depuis que les récoltes locales ont commencé à gagner en volume et en régularité. Cette baisse significative ne traduit pas seulement un allègement du fardeau économique national, elle marque surtout un glissement structurel vers une plus grande autonomie alimentaire. En diminuant la dépendance aux céréales importées, le pays peut réaffecter les ressources financières vers l'infrastructure rurale, consolidant ainsi un cercle vertueux entre production, stabilité et investissement local. Cette transition témoigne d'un changement de fond. Les communautés deviennent des acteurs actifs de leur économie plutôt que des bénéficiaires passifs de l'aide extérieure. L'interprétation de ces trois données révèle un phénomène commun. La montée en puissance d'un modèle où la planification locale prime sur les interventions extérieures. Les coopératives gèrent les remboursements, accompagnent les agriculteurs et coordonnent les ressources, créant un environnement où les risques sont mieux répartis entre les acteurs. Les familles rurales, autrefois vulnérables aux aléas saisonniers, s'approprient désormais les outils financiers et techniques qui leur permettent de stabiliser leurs revenus. Les femmes, grâce à leur rôle croissant dans les réseaux coopératifs, consolident cette dynamique en participant à la gestion des prêts et à l'organisation logistique. Quant aux jeunes, ils trouvent dans les nouvelles infrastructures, irrigation, stockage, distribution, des opportunités professionnelles qui réduisent l'exode rural. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement une amélioration mécanique. Ils décrivent un changement de comportement, une recomposition des responsabilités et un élargissement progressif de la souveraineté locale. La progression n'est pas uniforme et le système reste exposé aux chocs climatiques ou aux difficultés logistiques, mais les tendances observées signalent une transformation qui s'ancre autant dans les structures que dans les pratiques quotidiennes. En comparant le avant dominé par l'attente aux distributions d'aide et l'après façonné par le crédit, on voit apparaître une trajectoire où le développement dépend davantage des décisions locales que des bailleurs internationaux. Les partisans du modèle avancent un premier argument solide. L'architecture du crédit agricole redonne aux familles rurales un contrôle direct sur leur production. Grâce à des prêts ajustés aux récoltes et à une gestion de proximité assurée par les coopératives, les agriculteurs peuvent investir dans des semences fiables, des outils durables et des systèmes d'irrigation adaptés. Cette dynamique se traduit par des résultats visibles dans les zones pilotes, où les rendements progressent et où les investissements locaux remplacent progressivement l'attente des dons extérieurs. Les communautés, autrefois dépendantes des interventions humanitaires, s'apprennent désormais à planifier leurs revenus et à structurer leurs dépenses. Le second argument des défenseurs réside dans la discipline financière émergente. Avec un taux de remboursement de 92%, les coopératives ont prouvé qu'un mécanisme de suivi local pouvait réduire les comportements à risque et prévenir les défauts de paiement. Les ajustements permis, lorsque la saison est difficile, renforcent encore cette confiance. Le crédit devient un outil de stabilisation plutôt qu'une source d'endettement incontrôlé. Pour les promoteurs du modèle, c'est la preuve qu'un système fondé sur la responsabilité communautaire fonctionne mieux que les aides ponctuelles, souvent déconnectées des réalités sociales et climatiques des villages.
Face à ces deux arguments, les critiques formulent toutefois une inquiétude structurée. Ils soulignent que même avec des rendements en hausse de 30 à 50%, le modèle reste vulnérable à une mauvaise saison ou à un choc climatique majeur. Une sécheresse prolongée pourrait fragiliser l'ensemble de la mécanique. Baisse de la production, difficultés de remboursement, pression accrue sur les coopératives locales et retour possible à une dépendance extérieure. La réduction des importations alimentaires, estimée à 200 millions de dollars par an, montre certes une trajectoire encourageante, mais elle ne protège pas totalement contre une année extrême. Pour les sceptiques, le véritable test viendra quand les conditions climatiques seront défavorables, révélant si le système repose sur une solidité structurelle ou sur une conjoncture favorable. Cette autonomie locale façonne un second effet inattendu, la réduction progressive de l'asymétrie d'information entre l'État et les agriculteurs. Les coopératives, qui connaissent les variations de rendement et les difficultés liées aux saisons, transmettent désormais des données plus précises, permettant d'ajuster les décisions sans attendre des rapports extérieurs. Le modèle n'est plus seulement un instrument financier, il devient un espace où les villages réapprennent à se gouverner économiquement, en anticipant les risques plutôt qu'en les subissant. Pour les familles rurales, comme on pourrait le dire pour les familles rurales, les effets sont immédiats et tangibles. L'accès au crédit transforme la relation entre les agriculteurs et leurs ressources. Au lieu de dépendre des distributions humanitaires, ils peuvent financer semences, outils et irrigation selon leurs besoins réels. Les rendements accrus observés dans les zones pilotes permettent de stabiliser les revenus, réduisant ainsi l'incertitude liée au cycle climatique. Les familles commencent à planifier des achats qu'elles n'envisageaient pas auparavant, comme des petites pompes solaires ou des systèmes de stockage locaux, renforçant encore leur résilience. Cette évolution crée un nouveau rapport au temps, l'urgence laisse place à l'anticipation et l'économie domestique devient plus prévisible. Pour les femmes, la transformation est partie profondément sociale. Longtemps marginalisées dans les processus économiques, elles sont désormais intégrées aux coopératives chargées de suivre les crédits, ce qui leur permet de gérer directement des fonds et de participer aux décisions. Cette présence accrue dans la gouvernance locale modifie les dynamiques familiales. Les femmes peuvent financer de petites exploitations, diversifier les cultures et stabiliser le revenu du foyer. De nouvelles formes d'autonomie émergent, appuyées sur la capacité à investir et non à attendre. Ce changement, encouragé par l'architecture voulue par Ibrahim Traoré, favorise une redistribution du pouvoir quotidien dans les villages. Pour les jeunes, les conséquences redessinent la géographie sociale du pays. Les investissements dans l'irrigation, les pompes solaires ou les centres de stockage créent une mosaïque d'emplois saisonniers, estimée à plus de 200 000 dans la chaîne agricole. Cette dynamique offre une alternative crédible à l'exode rural, longtemps considérée comme la seule voie de progression. Les jeunes trouvent de nouvelles opportunités dans la gestion des équipements, le transport des récoltes ou l'entretien des infrastructures liées au crédit. Cette perspective renforce leur ancrage local. Au lieu de quitter les régions rurales, ils y construisent des projets, soutenus par une économie qui commence à respirer depuis la base. Pour l'économie nationale, l'impact se mesure sur plusieurs fronts. La hausse des rendements, entre 30 et 50% dans les zones pilotes, contribue à réduire les importations alimentaires, estimées à environ 200 millions de dollars par an. Cette diminution allège la pression sur la balance commerciale, permettant de réinvestir les marges dans les infrastructures rurales, comme les forages, les pompes solaires ou les centres de stockage. Le programme crée également un effet de confiance. Les coopératives, en montrant un taux de remboursement de 92%, prouvent la capacité du pays à gérer un mécanisme local de crédit à grande échelle. Cette crédibilité structurelle attire l'attention des pays voisins et réinscrit le Burkina Faso dans une logique de souveraineté, où les leviers économiques se construisent désormais de l'intérieur plutôt qu'à travers les cycles d'aide internationaux. Dans son ensemble, cette transformation dessine une réalité nouvelle. Le modèle du crédit agricole ne modifie pas seulement les récoltes, il recompose les rapports sociaux, économiques et institutionnels.
Il donne aux communautés une maîtrise plus grande de leur propre trajectoire, tout en consolidant la vision portée par Ibrahim Traoré, une souveraineté fondée sur la responsabilité locale plutôt que sur la dépendance aux bailleurs. Si les tendances actuelles se maintiennent, le Burkina Faso pourrait consolider les acquis observés dans les hausses dans les zones pilotes, les rendements, déjà en hausse, continueraient dans certains de soutenir les revenus ruraux, tandis que les coopératives amélioreraient leur capacité à suivre les remboursements et à ajuster les calendriers selon les saisons. Le taux de remboursement resterait élevé, permettant au système de conserver la confiance locale nécessaire à son expansion. Les familles utiliseraient davantage le crédit pour investir dans l'irrigation et le stockage, renforçant une dynamique où les villages anticipent plutôt qu'ils ne réagissent. Dans ce scénario, l'État poursuivrait l'installation d'infrastructures de base, consolidant un élan encore fragile mais cohérent avec les résultats initiaux. Dans une trajectoire plus ambitieuse, les résultats positifs enregistrés dans les districts pilotes encourageraient une adoption plus large du modèle. Les coopératives gagneraient en maturité et deviendraient des pôles techniques capables de diffuser leurs pratiques dans de nouveaux territoires. Les familles, rassurées par la stabilité des crédits, investiraient dans davantage d'équipements, réduisant encore la dépendance aux importations alimentaires. Cette dynamique attirerait l'attention des pays voisins, qui pourraient envisager des adaptations similaires pour leur propre système agricole. Le Burkina Faso deviendrait alors un point de référence régional pour les modèles de souveraineté fondés sur des mécanismes de financement locaux, renforçant un positionnement stratégique inédit dans le Sahel. Si une mauvaise saison survenait, la mécanique pourrait se retrouver sous pression. Une baisse temporaire des récoltes fragiliserait la capacité de remboursement, accroissant la charge sur les coopératives locales et créant des tensions dans la gestion des calendriers. Les familles ayant investi grâce au crédit devraient composer avec une marge d'erreur plus étroite, ce qui pourrait remettre en cause la stabilité financière du programme. Dans un tel contexte, l'État serait contraint de ralentir l'expansion du modèle, en se concentrant sur le soutien d'urgence aux zones les plus touchées. La dépendance extérieure ne réapparaîtrait pas automatiquement, mais le pays devrait composer avec une trajectoire plus incertaine, où chaque saison deviendrait un test crucial de résilience. Dans cette projection à 6-12 mois, l'enjeu essentiel reste la capacité du système à absorber les variations climatiques et à maintenir une discipline collective solide. Le modèle peut se renforcer, se diffuser ou se contracter, mais sa trajectoire dépendra surtout de la cohérence locale et de l'adaptation continue des coopératives. Pour une partie des lecteurs, ce modèle résonne d'abord comme une expérience économique rare. Voir un pays du Sahel transformer une aide extérieure en crédit productif constitue un renversement peu commun. Cette lecture, celle du groupe A, met en avant la capacité des familles rurales à reprendre la main sur leurs investissements, à stabiliser leurs revenus et à planifier des dépenses autrefois impossibles. L'augmentation des rendements, la discipline financière émergente et le rôle des coopératives créent un sentiment d'efficacité structurée qui interpelle quiconque s'intéresse aux dynamiques de développement. Pour d'autres, appartenant au groupe B, l'impact est d'ordre social. L'intégration des femmes dans la gestion des crédits, la montée en autonomie des villages et le ralentissement de l'exode rural sont autant de marqueurs d'un changement profond. Les familles ne sont plus seulement des bénéficiaires de programmes d'aide, elles deviennent des actrices capables d'influencer leurs choix économiques. Cette redistribution du pouvoir local, nourrie par la gestion collective, redessine discrètement les relations quotidiennes au sein des communautés rurales. Enfin, un troisième groupe, le groupe C, perçoit dans cette initiative un enjeu plus large, celui de la souveraineté. La baisse des importations alimentaires, l'amélioration des rendements et la capacité des coopératives à maintenir un taux de remboursement élevé montrent qu'un modèle fondé sur les ressources locales peut réduire la dépendance extérieure. Cette lecture met en lumière la portée symbolique du crédit agricole. Il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme financier, mais d'une manière de repenser la place du Burkina Faso dans son environnement régional. Pour ces lecteurs, l'initiative ouvre une réflexion sur la manière dont un pays peut transformer une contrainte structurelle en moteur interne de stabilité. Qui ? Les équipes techniques du ministère de l'Agriculture et les coopératives rurales. Quoi ? Structurer la formation sur la gestion des crédits,
l'ajustement des remboursements et l'accompagnement des familles, quand en continu en priorisant les zones pilotes. Mesure capacité des coopératives à maintenir un suivi régulier et un taux de remboursement proche des niveaux actuels. Cette étape concrétise la vision portée par Ibrahim Traoré, qui repose sur une gouvernance décentralisée. Qui? L'État et les collectivités locales. Quoi? Suivre l'entretien des forages, des pompes solaires et des centres de stockage pour garantir leur disponibilité. Quand? Selon des cycles trimestriels, mesure, continuité de l'accès à l'eau et réduction des pertes post-récolte dans les districts équipés. En stabilisant ces infrastructures, le crédit devient un outil fiable plutôt qu'un pari fragile. Qui? Les coopératives et les formateurs locaux. Quoi? Aider les familles à anticiper leurs besoins en semences, irrigation et stockage afin d'utiliser le crédit avec davantage de précision. Quand? Au début de chaque cycle agricole. Mesure capacité des ménages à planifier leurs achats et à maintenir une production régulière. Qui? L'État, les coopératives et les comités communautaires. Quoi? Remonter les données locales, identifier les difficultés, adapter les échéances ou les modalités lorsque les récoltes sont fragilisées. Quand? Semestriellement. Mesure, cohérence entre les calendriers de remboursement et les conditions réelles rencontrées dans les villages. En combinant gouvernance locale, infrastructures stables et ajustements réguliers, cette feuille de route vise à ancrer durablement le modèle dans les pratiques rurales. Dans les villages où les coopératives ont appris à gérer les crédits et à accompagner les familles, un motif discret revient, celui de l'eau maîtrisée. Les pompes solaires installées dans les premiers districts pilotes rappellent que la transformation n'a pas commencé dans les bureaux, mais autour des parcelles où les agriculteurs ont enfin pu irriguer sans attendre l'aide extérieure. C'est là que le projet a trouvé son souffle, dans ces gestes simples où la terre, l'eau et la planification locale se sont rejoints pour dessiner une nouvelle façon de vivre du travail agricole. La vision portée par Ibrahim Traoré prend alors un relief particulier. Elle ne se résume ni à un chiffre, ni à une annonce, mais à la possibilité pour chaque famille de convertir un prêt en autonomie réelle. Les coopératives, devenues les gardiennes quotidiennes de cette mécanique, incarnent la continuité nécessaire à un changement durable. Chaque saison apporte encore son lot d'incertitudes, mais les villages avancent avec une cohérence nouvelle, portée par ce lien patient entre l'investissement et la dignité retrouvée. Une souveraineté peut naître d'un simple geste. À l'issue de ce parcours, le modèle burkinabé ne se présente plus seulement comme une réforme agricole, mais comme un espace collectif où familles, coopératives et institutions réapprennent à bâtir une économie depuis la base. La transition du don vers le crédit, portée par les initiatives locales, ouvre une réflexion plus large. Comment une communauté peut-elle se transformer lorsqu'elle devient responsable de ses propres leviers de développement? Les villages, en réorganisant l'usage de l'eau, des semences et du stockage, montrent qu'un pays peut déplacer son centre de gravité économique sans renier ses réalités rurales. Cette histoire invite chacun à s'interroger sur la portée de ses choix. Faut-il repenser notre manière de considérer l'aide pour l'orienter vers des mécanismes qui renforcent les capacités locales plutôt que la dépendance? Et surtout, que pourrions-nous apprendre si d'autres nations exploraient une trajectoire similaire fondée sur la responsabilité partagée et la souveraineté progressive?